Bon une nouvelle fois, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être devant vous pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est la base de tout et c'est ce qui va vous permettre de prendre du recul par rapport à ce que vous faites au quotidien ou ce que vous imaginez, et c'est ce qui va vous permettre de créer les conditions qui vont faire que vous allez arriver à louer plus et à développer votre activité d'une telle manière que, effectivement, vous pouvez même arriver à créer un empire. Après, c'est vous qui voyez, vous vous arrêtez. Donc, le sous-titre, c'était comment doubler vos réservations avec le marketing, parce qu'on va discuter de marketing aussi. Ça pourrait être comment tripler vos réservations. C'est vraiment comprendre le fondamental et après les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Donc, ce qu'on va voir successivement, c'est d'abord comment est-ce que vous pouvez faire pour identifier ce qui va attirer de manière irrésistible les voyageurs et surtout, qu'est-ce qui va leur donner envie de revenir encore et encore dans votre location, pas seulement une fois, parce que c'est relativement facile d'attirer quelqu'un une fois, mais comment faire en sorte que ces personnes-là reviennent. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples concrets de retour d'expérience de propriétaires qui ont compris le truc pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Et puis, on rentrera dans la partie un peu plus technique où je vous montrerai quelques outils marketing qui sont à votre disposition de manière assez simple pour créer le fameux effet waouh dont il est question aujourd'hui dans tout le séminaire. Et il y aura une petite dernière partie, c'est et après, qu'est-ce qu'on fait une fois que vous avez compris la méthode et qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de tout ça. Donc tout d'abord, la première question, c'est qu'est-ce qui va faire revenir les voyageurs encore et encore dans votre établissement. Le secret, c'est ce qu'on appelle l'expérience voyageur. Alors c'est une notion qu'on a. Quand on le dit comme ça, on a peut-être l'impression de tous la maîtriser, de voir ce que ça peut faire, ou alors ça peut être complètement flou. Pour voir un peu ce que ça peut être, je vais vous poser une question. C'est quel est selon vous le principal critère, le critère qui va faire que quelqu'un qui est venu dans votre location va vouloir revenir? Quel est pour vous le critère principal ou le critère qui va les faire revenir? Qu'est-ce que vous mettriez en avant? L'attention, ouais. D'accord. En effet, c'est important. L'émotion, la disponibilité, la situation. Ouais. D'accord. La météo, ouais, non, mais c'est effectivement, c'est important. Le prix. Le fait de répondre rapidement. Et en fait, tout ce que vous avez cité, c'est des choses qui sont importantes pour les locataires. Et tout ce que vous avez cité, vous êtes placé du point de vue du propriétaire. Et en fait, je vous ai un petit peu induit en erreur parce que je vous ai demandé quel était l'élément principal qui va faire en sorte que les gens reviennent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'essentiel, c'est pas le prix. C'est pas la localisation de votre bien, c'est pas si vous avez un château ou un studio. Ce qui va faire revenir les gens, c'est le ressenti qu'ils vont avoir à l'issue du séjour. C'est pas seulement votre propriété, mais c'est tout ce qu'il y a avec. C'est les sorties qu'ils ont fait, c'est les dîners au restaurant, les rencontres qu'ils ont pu faire dans votre région, la météo effectivement. C'est tous ces éléments-là qui vont faire une expérience et qui va faire en sorte ou pas que les gens vont remettre votre location en avant par rapport aux autres ou vont vouloir revenir. En fait, ce que les voyageurs recherchent avec une location saisonnière, et pourquoi ils ne prennent pas un hôtel, c'est qu'ils cherchent une expérience complète qui soit personnalisée, d'une petite structure avec un relationnel avec le propriétaire et que ça se passe à chaque fois qu'il loue une location de vacances. Alors, impossible ou pas? Parce que la question de la météo, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que moi, je suis venu hier à Lorient. L'hôtel que j'ai réservé, il est ce qu'il est. S'il pleut des trompes d'eau toute la journée que je peux rien voir, si vous me posez des sales questions auxquelles je sais pas répondre, je vais passer une sale journée. Si le restaurant dans lequel je suis allé hier, la bouffe était dégueulasse, du coup, ça va pas m'inciter à mettre une super note à l'hôtel, alors que à la base,
l'hôtelier va me dire ouais, mais moi j'y peux rien, moi je peux pas arrêter la pluie de tomber, j'y peux rien si le cuistot du restaurant dans lequel vous êtes allé il était pas bon, voilà. Et pourtant il y a des moyens qui existent pour parvenir à améliorer tout ça. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut parvenir à bichonner chacun des voyageurs. Et ce qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour bichonner chacun des voyageurs, sachant que voilà, vous avez des gens qui vont venir pour une nuit, il y en a qui vont... Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le client qui arrive à 23h, qui repart à 5h du mat, parce qu'en fait vous êtes sur une voie de transit et que vous avez même pas eu le temps de voir, comment est-ce que vous faites pour que lui, il ait une bonne expérience et qu'il parle de votre logement à d'autres personnes, et comment est-ce que vous faites pour qu'il revienne la prochaine fois? Et même question, si vous avez une multiplication de gîtes, on peut très bien accueillir tous les locataires avec un gîte, 2 gîtes, 3 gîtes, etc. Voilà, nous, on a 10 biens immobiliers, on a 4 gîtes différents, on a aussi un travail salarié à côté, voilà, je suis ingénieur, j'ai la responsabilité d'une centaine de personnes dans la structure où je travaille. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour donner une bonne expérience à tous les gens qui passent dans nos gîtes, sachant que, voilà, avec le turnover qu'il y a, on n'a même pas la possibilité de tous les rencontrer. Voilà, faut que vous puissiez déterminer quelles sont les stratégies qui vont permettre à ce que les gens aient une bonne appréciation de votre logement, quoi qu'il se passe, même s'il y a des catastrophes, comment est-ce que vous mettez ça en place? Donc, vous devez leur créer une expérience personnalisée. Si je dis expérience personnalisée, comment bien accueillir les locataires, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui spontanément se sont dit, bah oui, la petite bouteille de vin de bienvenue, le petit pack de bienvenue, le panier dans lequel on met toutes les brochures touristiques, tout ça, c'est sympa pour les gens, ils apprécient. Le problème, c'est que c'est vu et c'est revu. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui va venir louer votre appartement, en fait, il va s'attendre à ce qu'il y ait ça, et ça va plus forcément générer cet effet waouh, ça va surtout générer l'effet contraire si ça y est pas. C'est-à-dire que si vous mettez pas la brochure qui l'intéresse, du coup, il va se dire bon quand même, il a fait le minimum, et donc du coup, il faut aller au-delà de ça. Et pour aller au-delà de ça, le meilleur moyen de contourner l'effet météo, de contourner l'effet restaurant dans lequel on mange mal, etc., c'est que vous puissiez être ressenti comme un expert dans votre région et que vous puissiez donner toutes les informations dont les gens ont besoin, et on verra tout à l'heure, même s'ils n'ont pas encore formulé la demande. Je vous expliquerai un peu les stratégies qu'on a. Et là où ils vont vraiment vous apprécier, c'est si vous êtes capable de leur donner des informations auxquelles ils n'auraient pas eu accès eux directement. C'est-à-dire que vous habitez dans votre région, vous la connaissez bien, vous connaissez bien votre ville, vous savez que dans tel restaurant, le service est plutôt moyen, par contre vous savez que dans l'autre restaurant, le service est exceptionnel et pourtant le prix n'est pas forcément plus élevé. Si vous conseillez ce restaurant à des voyageurs qui viennent chez vous et qui veulent manger au restaurant, évidemment, même si votre logement n'est pas à la hauteur, même s'il y a eu toutes les catastrophes qui peuvent se passer, auxquelles on peut être confronté au quotidien, du coup, ils vous porteront à crédit ces conseils. Et donc du coup, ils auront plus de mal à vous mettre un commentaire négatif. Et bien au contraire, ils iront dire à leurs collègues, voilà, je suis passé à Lorient, Manu m'a conseillé d'aller dans tel restaurant, c'était super. Donc ouais, je vous conseille d'aller voir son site internet parce que du coup, si vous allez à Lorient, ça serait bien de passer chez lui. Le souci qu'on a tous aussi, c'est comment on se fait pour se démarquer de la concurrence. Tout à l'heure, on en discutait un petit peu en aparté. Si on prend une ville comme Paris, en 2014, à Paris, il y avait 20 000 logements qui étaient loués sur Airbnb. Aujourd'hui, 2017, il y en a 214 000. Donc forcément, qui dit plus de concurrence, dit visibilité plus compliquée, dit nécessité de se démarquer. On le voit aussi par les exigences des locataires, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de donner un pack de bienvenue, en fait maintenant pour les gens c'est quasiment normal et c'est un élément qui fait partie de la location. Si ça y est pas, ils vous en voudront pour ça. Donc en fait, moi je suis intimement persuadé que l'avenir de la location saisonnière, c'est de réfléchir d'une manière globale et plus donner des choses que les gens attendent. Donc il
faut pas que vous mettiez en tête de rédiger juste un petit guide de conseils. Il faut aller un petit peu au-delà de ça. Et ceux qui vont continuer à louer de manière récurrente et facilement, ce sont ceux qui apporteront cette fameuse plus-value qui est l'expérience que les voyageurs vont rencontrer de leur voyage global. Et le meilleur moyen pour éviter que la pluie vienne tout perturber, la pluie vous y pouvez rien, que le mauvais cuistot vienne tout perturber, le moyen d'éviter ça, c'est que vous soyez une ressource locale et que vous orientez les gens vers des choses à faire quand il pleut. Ils avaient prévu de visiter les gorges de l'Ardèche, il pleut à trompe d'eau, et vous leur indiquez le musée de l'aviation qui est super intéressant, et du coup, vous avez trouvé une solution. Ils vont pas oublier la déception de ne pas avoir visité les gorges de l'Ardèche, mais ils vont vous être reconnaissants parce que vous avez trouvé une solution par rapport à ça. Et quand je parle d'expérience, je parle pas forcément de proposer un logement insolite ou un logement extraordinairement bien décoré, même si évidemment la présentation d'avant était super intéressante et ça vous permet de louer, mais c'est pas forcément ça. Parmi les clients qu'on a, il y a une propriétaire par exemple d'une magnifique péniche de luxe, voilà, qui est louée très cher la semaine, qui est sur la Seine à proximité des Champs-Élysées. Et elle arrive à louer pas plus de 4 à 5 semaines par année. Alors qu'il y a des propriétaires de studios à Paris, studios qui n'ont pas forcément de cachet particulier, qui, eux, arrivent à remplir toute l'année. Et la différence se fait avec cette expérience vis-à-vis des locataires, parce que il y a certains propriétaires qui arrivent à faire revenir les gens de manière récurrente et à faire parler d'eux via le bouche à oreille. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est bien beau, mais voilà, je vais vous donner 2 petits exemples concrets pour vous montrer ce que c'est. Et c'est pas forcément des choses insurmontables. Donc par exemple, un premier exemple à Avignon, où à force de tester différentes stratégies par rapport à ses locataires, le propriétaire, il leur envoyait des fichiers sur comment aller à tel lieu, etc. Finalement, il s'est rendu compte que c'était un peu compliqué de circuler dans la ville et qu'aller chercher les gens à la gare, c'était ça qui apportait une énorme plus-value. Donc du coup, il consacre très peu de temps à sa location saisonnière. Par contre, il va chercher quasiment tout le monde à la gare et ça lui procure des retours importants. Alors quelque chose d'encore de vraiment intéressant, c'est à Paris, parce qu'à Paris il faut vraiment être créatif pour être sur le dessus de la pile. Où ça c'est le commentaire qu'un propriétaire qui s'appelle Olivier avait obtenu. Olivier est un hôte fantastique. Il a créé une carte sur le mur qui indique tous les meilleurs restaurants, cafés et magasins du quartier, et c'est coordonné avec un livre annoté de recommandations. Et ça donne des moyens d'explorer Paris en dehors et dans les sentiers battus. Et le simple fait d'avoir affiché cette carte au mur avec un petit renvoi, ça a provoqué cet effet waouh. Les gens se sont dit super, je vais pas perdre de temps à chercher tel ou tel restaurant, tel ou tel lieu à visiter. Tout est là et tout est facilement visible et sous une façon originale. Donc c'est que 2 exemples parmi d'autres. Et maintenant, voilà, c'est pour montrer que cette expérience voyageur, la personne qui a mis le commentaire précédent, je mets 20 sur 20, évidemment, la prochaine fois qu'il reviendra à Paris, il va regarder quoi? Il va regarder si le logement est disponible. Si des collègues à lui lui disent ouais, j'ai un séminaire à Paris, est-ce que tu as quelque chose à me conseiller? Ou spontanément il va leur dire ouais, j'ai loué un super truc à Paris, tu sais pas quoi, le gars il avait affiché une carte sur le mur, c'était génial. Et donc le bon vieux bouche à oreille, même si on est à l'heure d'internet, c'est très efficace et en plus c'est amplifié par les réseaux sociaux parce que voilà, si vous arrivez devant cette fameuse carte et que vous trouvez ça intéressant, boum, une photo, Facebook, partagez à tous les amis, il y en a bien 1 ou 2 qui vont trouver ça intéressant, qui vont partager aux amis, etc. Et donc très rapidement, vous touchez un nombre de personnes qui est vraiment très important et vous allez arriver à concurrencer entre guillemets les grands sites de réservation parce que si vous multipliez les expériences comme ça, au bout d'un moment, vous allez arriver à tourner une bonne partie de l'année sans avoir forcément recours aux grands sites ou ni même à publier votre annonce.
Dans la troisième partie, je voulais vous présenter quelques outils marketing, quelques outils tout court, pour bluffer un peu vos invités et créer cet effet waouh. Vous pouvez piocher dans les différents outils pour les essayer, pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise nous au quotidien et qui fonctionnent. Je vous montrerai un commentaire tout à l'heure. Ce qu'on a constaté, c'est que l'expérience qui se traduit dans les commentaires et qui donc vous permettent de louer plus, ça se joue pas uniquement quand le locataire est présent dans votre logement. En fait, ça se joue avant l'arrivée des gens, pendant leur séjour et après leur séjour. Et je dirais même que le plus important, c'est avant l'arrivée des gens. Parce que vous avez la possibilité de créer une confiance, une relation avant même que les gens soient arrivés. Et ça arrive souvent que les gens, avant même d'arriver dans nos appartements, aient envie de nous mettre un commentaire positif parce qu'ils nous trouvent sympas et parce qu'on a commencé à créer une relation de confiance. Donc pour arriver à faire ça, pour moi, l'outil central et l'outil le plus important à votre service, c'est de créer votre site internet. Donc vous allez comprendre petit à petit pourquoi, mais d'ores et déjà, créer un site internet, ça a de multiples avantages. Ça vous donne de la crédibilité, ça prouve que vous êtes un professionnel, que votre logement est réel, donc ça élimine les craintes au moment de la réservation. Mais même une fois que les gens ont réservé, ce site va vous permettre de vous montrer vraiment comme un expert de votre région. Donc, par exemple, si vous avez, enfin, c'est pas par exemple, c'est si vous avez une partie blog dans votre site, donc c'est très facile à créer hein, avec WordPress. La technique, c'est plus du tout un frein. Avec cette partie-là, vous pouvez publier des recommandations. Chaque fois que vous êtes dans un restaurant, vous donnez un petit commentaire sur le restaurant, vous expliquez la vie de votre région, tel site à visiter, les 10 meilleurs sites à visiter par temps de pluie, etc. Donc, d'une part, ça va vous amener un petit peu de trafic de gens qui sont intéressés par votre région et qui vont découvrir votre location par ce biais-là. Et donc, votre location va les impacter beaucoup plus que si elle était dans un listing sur le Bon Coin ou sur Airbnb. Et en plus, ça vous pose comme un expert et c'est multi-usage. C'est-à-dire que ça donne des informations, même pour les gens qui sont présents dans votre location, voilà, ils se disent il pleut, vous n'avez même pas besoin d'interagir, ils vont sur votre site, ils tapent pluie ou vous leur envoyez les liens correspondants et ils ont les infos, vous n'avez rien à faire. Une fois que vous avez publié vos 10 sites à visiter par temps de pluie, c'est fait une fois pour toutes, ça restera tout le temps, ça vous amène à la fois du trafic et en plus vous donnez de l'information aux gens qui vont apprécier ça. Deuxième gros avantage d'un site internet, c'est que vous allez pouvoir capter des locataires potentiels. Donc le trafic que votre site va vous amener, donc au début ça ne va pas vous amener grand chose, mais au fur et à mesure que vous allez référencer, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure sur les grands principes du référencement, mais au fur et à mesure que votre site sera de plus en plus visible, vous allez avoir des gens qui vont arriver sur vos articles qui décrivent la région et les conseils sur la région, et si vous affichez une petite fenêtre pop-up en disant laissez votre email et je vous envoie en échange le guide des 100 sites à visiter dans les environs de Lorient. Du coup, les gens qui sont intéressés par la région, ils vont laisser leur email. Et l'email, en fait, c'est vraiment la base de toute stratégie marketing à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez collecté l'email des gens, c'est un peu comme si vous aviez leur numéro de téléphone, sauf que derrière, vous allez pouvoir automatiser et vous allez pouvoir envoyer des informations régulièrement, envoyer des promotions, ce qui va faire que vous allez élargir le cercle des gens qui sont intéressés par votre location et vous allez avoir des réservations en direct. Et comment est-ce qu'on fait ça de manière plus ou moins automatique? C'est ce qui a été évoqué à la première intervention, c'est via ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc c'est un plugin qui vous permet d'envoyer un nombre de mails quasi illimité avec des programmations et des stratégies quasiment tout en automatique. Au niveau du site internet, ce qui peut avoir pas mal d'impact aussi, et c'est une petite astuce pour vous positionner un peu plus encore comme un expert de votre région, c'est d'afficher un fil Twitter. Alors j'ai fait une petite copie d'écran pour montrer un peu ce que ça peut donner. Donc tout bête, hein, mais donc là on a une partie d'un site internet, et en fait sur la droite, j'ai intégré ce qu'on appelle un fil Twitter. Donc ça se fait très simplement. Vous allez sur Twitter, insérer un widget, ça le fait tout seul. Et en parallèle, je me suis abonné à ce qu'on appelle Google Alert.
Donc vous tapez Google Alert et vous pouvez taper un mot. Donc là, par exemple, j'ai tapé Montélimar et j'ai tapé Drôme. Et toutes les semaines, je reçois un email dans lequel j'ai un condensé d'informations qui sont passées, d'actualités qui sont passées dans la région. Et une fois par jour, je vais voir cet email, je clique sur tweeter, sur ce qui me paraît intéressant, et ça apparaît là. Et donc du coup, avec un minimum d'effort, vous donnez des informations en temps réel sur les manifestations qui peuvent se passer, sur les événements qui peuvent attirer les gens, et des informations sur la région. Alors évidemment, vous n'allez pas publier s'il y a eu un accident mortel sur la rue ou qu'il y a eu quelqu'un qui s'est fait poignarder dans sa maison, ça vous évitez. Mais pour des trucs sympas, donc par exemple à Montélimar, les nougatiers font leur miel, voilà, c'est des choses qui vont intéresser, qui en plus, avec une stratégie globale, avec une petite présence sur Twitter, peut vous amener aussi des gens par ce biais-là. Donc c'est un ensemble, et c'est pour vous montrer à quel point un site internet est un outil puissant, et pour moi c'est quelque chose de central. Donc, oui. Ouais. En fait, donc le fil Twitter, faut aller, tu vas dans ton fil, dans ton compte Twitter, dans la partie widget, et c'est tout guidé pas à pas. Et après, faut aller dans Google, tu tapes Google Alert. Voilà. Donc il faut avoir un compte Google, mais c'est facile à créer. Google Alert, tu tapes 2-3 mots-clés. Il y a un paramétrage à faire, parce que sinon ça envoie des mails 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré pour recevoir un mail 1 fois par semaine. Et du coup, j'ai juste à cliquer sur ce mail. Je fais défiler les actualités, je clique sur tweeter. Voilà. Le lendemain, je fais pareil. Ça me fait un tweet par jour en quelques secondes, quoi. Ça peut être fait aussi sur Facebook. Ouais. Ouais. Moi, je suis très Twitter, mais ouais, effectivement. Mais ça peut être fait ça peut être démultiplié, tout à fait. Ouais, tout à fait. Moi, ma position, c'est de tout de suite voir grand. C'est-à-dire que vous allez commencer par investir dans un appartement, vous allez louer en saisonnier. Vous allez ressortir du séminaire, vous allez louer super facilement. Et derrière, ça va vous donner peut-être envie d'acheter un 2e appartement. Ce qu'il y a, c'est que si vous avez un site internet par appartement, c'est vrai que c'est sympa au premier abord, parce que quelqu'un prend un renseignement, vous lui donnez le site internet de l'appartement, ça paraît assez intuitif comme ça. Les problèmes qu'il y a derrière, c'est que déjà, premièrement, si quelqu'un vous appelle pour disons le premier appartement qu'on va appeler Les Princes, alors que Les Princes c'est complet, mais que vous avez par contre l'appartement Le Ventoux qui est libre, du coup, vous allez perdre du temps à lui expliquer, oui, alors Les Princes c'est complet, par contre j'ai un autre super appartement qui s'appelle Le Ventoux. Tandis que si vous avez un site internet global pour toutes vos annonces, du coup, voilà, vous avez juste à lui dire, cliquez juste à côté et vous aurez ça. Après, c'est aussi une utilisation de moyens, parce que le référencement, les efforts en référencement que tu vas faire sur un site, du coup, il sera fait sur tout ce site, quoi. Une stratégie qui peut marcher en faisant un site par appart, mais je pense qu'il faut quand même en avoir beaucoup pour que ça soit rentable, on va dire, c'est d'avoir un site qui soit orienté région, donc touristique, c'est-à-dire voilà tout ce qui se passe dans ma région, et après ce site-là qui renvoie sur les différents sites de gîtes. Voilà. Mais bon, ce que je conseille, c'est de faire un site et de penser votre site internet pour qu'il soit évolutif, pour que vous puissiez intégrer d'autres annonces plus tard si vous en avez d'autres. Donc une fois que vous avez votre site internet, pour moi, vous avez l'outil de base qui va vous permettre de faire des choses très efficaces, sans beaucoup d'efforts, et donc pouvoir vous concentrer sur des choses vraiment stratégiques. Donc, première partie, avant l'arrivée des voyageurs. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui est très important, parce que la prise de contact, c'est une première impression. Il y a une première impression des gens quand ils rentrent dans votre logement, mais il y a aussi une première impression des gens quand vous leur répondez pour la première fois à leurs sollicitations. Et la plupart du temps, quelles sont les réponses que les gens ont? Donc voilà, je suis intéressé par louer un appart-hôtel à Lorient. J'envoie un mail au propriétaire. Oui, est-ce que votre appart il est libre pour telle date, pour le séminaire? Et derrière, la réponse que je vais avoir, c'est oui, c'est disponible, c'est 43 € la nuit. Point. Pourquoi les gens font ça? Parce que on reçoit tous de multiples demandes tous les jours. On a un temps qui est limité. Donc du coup, voilà, on retape la même chose à chaque fois, et on donne les informations essentielles. Ce qu'il y a, c'est que les gens, ils aimeraient bien avoir plus d'informations sur l'environnement, sur le logement, est-ce que ça va leur convenir, des choses comme ça. Et
Et vous n'avez pas le temps de le faire à chaque fois. Donc ce que je vous conseille, ce que nous on fait, c'est qu'on a 2 ou 3 mails types qui sont déjà pré-rédigés. Pourquoi 2 ou 3 ? Parce que, et tu l'as souligné tout à l'heure, ce qui est très important, c'est que vous déterminiez quel est le type de personne que vous allez accueillir dans votre hébergement. Si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous plairez à personne, ça c'est clair. Donc nous, on a 2 ou 3 types de personnes qui veulent louer. Donc il y a des clients industriels, comme on est un peu dans la même situation que vous. On a des clients qui viennent parce qu'ils font des randonnées en vélo, on situe le long d'une grande voie verte, donc on a beaucoup de clients par ce biais-là. Et on a des clients qui viennent en touriste et des clients qui viennent pour voir leur famille, parce que c'est un secteur géographique où il y a beaucoup de gens qui reviennent pour les fêtes et pour les vacances dans leur famille. Du coup, on a ces mails types où on personnalise en fait à chaque fois l'envoi uniquement avec le prénom et puis la réponse aux questions des gens si jamais ils posent une question particulière. Et en envoyant ce mail-là, donc les gens qui nous disent bah voilà, je descends la véloroute voie verte, j'aimerais faire une étape chez vous, est-ce que vous êtes disponible le 23 septembre ? La réponse c'est quelque chose du type bah merci beaucoup pour votre intérêt dans votre appartement, c'est vrai que la véloroute sur cette portion-là est vraiment superbe, je vous conseille d'ailleurs d'emprunter le pont de Singe qui passe à tel endroit, qui vous permet de voir telle attraction touristique. Donc vous donnez de l'information aux gens avant même qu'ils vous l'aient demandé, parce qu'eux, ils ont commencé à se renseigner sur le logement, peut-être avant de se renseigner sur les attractions touristiques qu'il y a à voir. Mais par contre, ils vont le faire après. Du coup, vous donnez un tel niveau d'information que vous avez devancé ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, forcément, sur les 5 ou 6 mails qu'ils ont envoyés à 5 ou 6 propriétaires, bah, votre mail, déjà, ils vont l'ouvrir, il y aura 30 lignes, alors que d'habitude, il n'y a qu'une ligne. Et en plus, vous leur donnez des informations intéressantes. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de convertir de manière très très forte les demandes en réservation ferme. Et ça peut se faire de manière extrêmement facile en 2 temps 3 mouvements. Donc je vous disais, pré-rédiger un email. Et en fait, si je prends, ça c'est valable un peu pour tout, hein, mais si je prends l'exemple de Booking.com, sur le smartphone, je reçois une réservation, donc ça m'affiche réservation. Je clique sur la réservation. En bas, il y a une petite icône préprogrammée. Des textes préprogrammés en bas si vous faites gaffe. Je clique dessus, je mets mon mail, je change le nom, j'envoie. Ça me prend 10 secondes à tout casser, et immédiatement après la sollicitation, voilà, la personne, il a un mail qui comble toutes ses attentes, et forcément ça crée un effet waouh. Et ça a un impact sur les commentaires forcément, parce que vous avez créé une bonne impression. Ensuite, vous pouvez utiliser votre autorépondeur donc sur votre site internet pour envoyer plusieurs mails échelonnés aux gens entre le moment où ils ont réservé et le moment où ils vont arriver. Donc nous, ce qu'on envoie de manière classique, c'est un plan extrêmement détaillé sur comment arriver à l'appartement et comment récupérer les clés. On envoie aussi un guide touristique qui est ciblé en fonction de ce que les gens recherchent. Voilà, si les gens ils viennent juste pour une nuit, pour un mariage par exemple, je ne vais pas leur envoyer la même chose que pour des gens qui restent une semaine en pleine saison touristique. Donc pour ceux qui restent la nuit, je vais leur envoyer la liste des boutiques autour de l'appartement où ils peuvent faire des courses en 2 temps 3 mouvements, où ils peuvent acheter quelques achats qui vont leur servir pour le mariage. Et s'ils viennent pour la saison touristique, je vais leur envoyer le fameux guide des 100 sites à visiter, même par temps de pluie. Donc ça, vous les envoyez de manière échelonnée. Un petit peu avant l'arrivée du locataire, vous renvoyez le plan d'accès pour être sûr qu'il a bien compris. Et du coup, vous avez fait aucun effort, parce que ça se programme très facilement. Et les gens, voilà, ils voient que vous vous occupez de vous. Et si vous posez la question, quelle est la chose, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Ben en fait, la réponse, c'est moi. C'est-à-dire que pour tout le monde, on aime tous être bichonnés, on aime tous que les gens s'occupent de nous, et le fait de recevoir un mail régulièrement avec des informations supplémentaires à chaque fois, ben ça fait plaisir. Donc par exemple, je vous ai mis le commentaire, voilà, celui-là il était bien parlant. Donc c'est une personne qu'on a reçue, qui s'appelle Martin, et je l'ai jamais vu, hein, on s'est jamais vu, et pourtant le commentaire qu'il met, c'est Pierre et Gwendoline ont tout fait pour que nous passions un bon séjour, même avant notre arrivée. Dès le premier contact, nous ont été fournis des PDF avec toutes les informations possibles nécessaires, que ce soit le logement ou le séjour à Montélimar. L'hôte était des plus arrangeants pour la remise des clés.
Pour ce qui est du logement, c'était top, donc ça, il faut se concentrer sur tes conseils. Et le rapport qualité-prix était vraiment bien. Mais le truc qu'il a retenu et qu'il a mis en premier, c'était les échanges qu'on a eus avant son arrivée, alors qu'en plus, pour nous, en temps, ça nous a rien coûté. Ça nous a coûté une fois à faire ces guides, et après, c'est fini, quoi. Et c'est tout notre intérêt de faire un guide d'accès, notamment, qui soit extrêmement clair et intéressant, et facilement compréhensible, parce que plus les gens arrivent facilement à récupérer les clés, plus moi je suis embêté, quoi. Voilà. Et plus ils arrivent à rentrer facilement dans le logement, moins il y a de chances que ça soit embêtant. Et donc d'ailleurs, je vais modifier mon guide parce qu'hier ils sont un peu tous moqués de moi. J'étais au téléphone avec des Néerlandais avec mon accent anglais absolument magnifique. Je parle couramment anglais, mais avec un accent français très prononcé. Et en fait, pour accéder dans un de mes appartements, il y a un boîtier qui est posé à l'entrée avec un boîtier à code. Donc je leur avais donné le code. Et eux, ils m'appelaient désespérés parce que ça faisait, selon eux, 2 heures, mais je pense que vu dans l'état où ils étaient, c'était pas loin de ça. Ça faisait 2 heures qu'ils essayaient de taper le code sur l'interphone. Voilà. Donc je vais rajouter une photo avec un interphone barré. Non, ce n'est pas l'interphone, voilà, pour pas être embêté. Et donc du coup, ça m'a pris du temps derrière pour qu'il y ait une personne qui vienne leur ouvrir, qui les amadoue un peu, qu'on échange 2-3 amabilités. Donc du coup, ils sont repartis ce matin. Ils m'ont mis un commentaire de 8,3 sur 10, donc c'est quand même bien. Mais il a fallu les amadouer derrière. Alors que si mon document il avait été clair, même pour ces gens-là, du coup, j'en aurais même pas entendu parler. Et j'aurais eu le commentaire quand même. Et toujours partir du principe que si les clients n'arrivent pas à comprendre quelque chose, trouver quelque chose, toujours partir du principe que c'est pas de leur faute, mais que c'est de notre faute. Parce que souvent c'est le cas quand même. Donc après, on arrive au moment de l'arrivée et du séjour à proprement du locataire. Donc il faut faire, ça j'en ai parlé, une arrivée la plus facile possible. Par exemple l'histoire du boîtier. Ensuite, il y a des astuces multiples, donc en fonction du budget et de l'investissement que vous voulez y mettre, mais il y a des idées qui sont absolument géniales pour que quand les gens rentrent dans votre logement, ils soient vraiment estomaqués. Des trucs tout bêtes, c'est quelqu'un qui arrive dans votre logement l'hiver, ce qu'il attend, c'est de trouver l'appartement chauffé. Vous ne pouvez pas laisser l'appartement, les radiateurs en route 24/24, surtout si le client précédent il est parti le lundi, que celui-là il arrive le vendredi, que vous n'avez pas été disponible pour couper le chauffage, remettre le chauffage, c'est un peu compliqué. Et il existe des thermostats qui s'adaptent même sur des anciennes installations, qui permettent d'être programmés pour se mettre en route à une certaine heure, ce qui fait qu'une heure et demie avant l'arrivée des locataires, vous le programmez, ça se met en route, et du coup ils arrivent. Ils ont fait une route un peu chiante pour peu qu'il y ait de la neige, etc. Ils arrivent, il fait chaud, ils sont bien et ils s'en seront reconnaissants. Il y en a aussi, nous on le fait pas, mais je trouve que c'est une bonne idée, qui mettent le même système avec un diffuseur de parfum ou avec un diffuseur de musique. C'est vrai que si vous rentrez dans un logement et boum, ça sent bon, il y a une petite musique d'ambiance, etc. C'est vrai que c'est sympa et ça marque les esprits. Et ça, c'est possible en étant n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que voilà, il y a des propriétaires qui habitent, il y en a beaucoup qui habitent en Thaïlande, qui ont un appartement à Paris par exemple, ils y mettent jamais les pieds, et pourtant ils ont des commentaires extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent en œuvre ces techniques-là qui font que vous arrivez quand même à générer des émotions, même sans rencontrer les gens. Après, ce qui est important aussi, c'est une fois que les gens sont rentrés dans votre logement, vous avez fait l'essentiel. Déjà, si vous ont pas appelé, c'est que c'est bon signe, c'est que tout marche bien. Ce qui est très important aussi, c'est que pendant la durée dans laquelle ils sont dans votre logement, donc tout dépend de la durée. S'il reste qu'une nuit ou 2 nuits, faut prendre un contact quelques heures après leur arrivée. S'il reste une semaine, vous prenez le contact le lendemain, le temps qu'ils aient le temps de se reposer. Mais encore un mail automatique pour dire voilà, j'espère que vous êtes bien arrivés, que tout se passe bien. Je suis à votre écoute pour toute question, n'hésitez pas. Et ça va résoudre encore 80% des problèmes qui vont rester, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont subir un petit désagrément. Donc par exemple, il y a eu une coupure de courant, votre box internet elle s'est coupée, elle s'est pas remise en route, les gens ils ont pas eu la présence d'esprit d'appuyer sur le bouton on de la multiprise, et à la fin de leur séjour, vous prenez un commentaire en disant ouais, il nous avait dit qu'internet marchait, en plus c'est un déplacement professionnel, mais internet ne marchait pas, c'est inadmissible. Et
Et ça, vous pouvez l'éviter justement en envoyant ce mail. Parce que vous contactez les gens, donc c'est encore une marque d'intérêt, donc ça va plaire de toute façon. Donc soit vous avez un retour positif, et ça va vous servir pour la suite sur la stratégie pour avoir des bons commentaires, soit vous avez un retour négatif, et il n'est pas du tout trop tard pour corriger les éléments qui vont pas, pour que ça soit oublié et qu'en plus vous soyez réactif. Parce que je pense que pour tous ceux qui ont une location saisonnière depuis pas mal de temps, en fait il se passe un truc quand même assez bizarre, c'est que souvent les commentaires les plus extraordinaires qu'on peut avoir, c'est suite à une grosse galère. Donc par exemple, je vous disais mon exemple des Néerlandais là, qui ont tapé le code pendant 2 heures. Moi, j'aurais été fou furieux, j'aurais mis 0 sur 10, puis on n'en parle plus. Et en fait, le fait qu'on soit rabiboché derrière, ils ont trouvé qu'il y avait une réactivité dans les problèmes, et ils ont trouvé ça intéressant. Pareil, je me souviens on a une location saisonnière qui est à 100 km de chez nous aussi, enfin qui est à l'année, mais qu'on passe en saisonnier quand on n'a pas de locataire. Il y a la machine à laver qui tombe en panne, et c'était pour un festival, et les gens, ils avaient absolument besoin de laver. Du coup, ils nous ont, le fait de nous avoir contactés, ils me l'ont dit. On est allé à leur livrer une machine à laver qu'on avait prise dans un autre appartement qui n'était pas occupé. Et du coup, on les a dépannés. Et le commentaire qu'on avait eu, c'était un commentaire 5 étoiles sur Airbnb en disant, voilà, on a eu une panne de machine à laver qui était très importante pour nous. Voilà, le propriétaire, il a réagi très très vite. C'est vraiment appréciable. Oui, et puis il y a ça aussi, c'est que pendant que les gens sont chez vous, dans le mail de contact, vous reprécisez que les informations sur la région sont présentes sur votre site web. Donc ça vous fait un peu de trafic quand ils vont se connecter en plus. Et eux, ils ont des informations et ils n'ont même pas besoin de vous solliciter pour savoir dans quel restaurant aller parce que tout ça, c'est facilement accessible et c'est à leur disposition. Donc voilà, le séjour s'est tout bien passé, donc vous avez presque acquis votre expérience extraordinaire des voyageurs. Il reste à gérer le départ. Tous les voyageurs ne sont pas tous pareils. Il y en a qui vont avoir passé un séjour qu'ils ont considéré moyen, mais qui vous mettront quand même un super commentaire. Il y en a qui vont séjourner dans votre appartement qui est extraordinaire, qui est magnifique, où il y a tout ce qu'il faut, mais il y aura le petit truc qui ne va pas et ils vont vous dézinguer. Ça, vous ne pouvez pas le maîtriser. Même si vous avez fait tout ce qu'il faut pour avoir des super commentaires, pour avoir des très très bons retours sur expérience, vous ne pouvez pas maîtriser les grognons. Voilà. Ce qu'il faut, pour vous rassurer d'ailleurs, si vous voulez, vous allez jeter un coup d'œil sur TripAdvisor, vous tapez Tour Eiffel, et vous regardez les commentaires des Tours Eiffel. Il y a des gens qui mettent 0,5 sur, je ne sais plus combien c'est, sur TripAdvisor, mais ils mettent une note catastrophique à la Tour Eiffel. Voilà. Bon, donc il y a des grognons, et des grognons, c'est comme ça. Et vous avez une petite astuce pour que ceux-là, ils vous mettent pas de commentaires, c'est que immédiatement après leur départ, alors comment vous les identifiez les grognons? C'est souvent après le mail de prise de contact. Ceux qui n'ont pas répondu, bon, déjà c'est un peu louche, et puis dans le doute, traitez-les comme des grognons. Et ceux qui ont répondu sur des petites broutilles, du coup, voilà, vous avez quand même des bonnes chances qu'ils n'aient pas l'intention de vous mettre un super commentaire. Donc du coup, à ces gens-là, immédiatement après leur départ, avant que les plateformes de réservation leur envoient le petit mail pour demander un commentaire, vous leur envoyez un email en disant oui, j'espère que tout s'est bien passé, c'était un plaisir de vous recevoir. En plus, l'appartement a été rendu nickel, je vais vous mettre une super note. Ça, déjà, ça les conditionne à mettre une bonne note. Et j'aimerais avoir votre retour sur expérience pour m'améliorer. Et vous les envoyez vers un petit sondage maison. Et dans le sondage, vous pouvez mettre des questions assez critiques, c'est-à-dire quelle est la principale chose qui vous a déplu dans le logement, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Voilà. L'idée, c'est que les gens remplissent ce sondage, se lâchent dans ce sondage, s'ils sont énervés, ils se défoulent. Une fois qu'ils ont posté, ils ont fait « tiens, prends ça dans ta tête ». Ce qu'il y a, c'est que vous êtes content parce que vous avez le retour négatif, donc vous pouvez vous améliorer parce que, comme je vous disais souvent, c'est quelque chose de justifié sur lequel vous n'avez pas forcément fait attention. Donc vous avez le retour sur expérience, mais il y a quand même peu de chances pour qu'ils aillent retourner sur le site sur lequel ils ont réservé pour remettre un commentaire. Donc du coup, avec ça, vous éliminez encore 80% des retours négatifs que vous pouvez avoir. Ensuite, pour ceux dont vous êtes sûr qu'ils vont vous mettre un bon commentaire, donc ça, encore une fois, c'est par les échanges de mails que vous avez eus pendant le séjour, ou des fois, il y en a qui laissent un petit mot en disant que c'était super, etc. Ceux-là, vous les incitez à passer à l'action
avec ce petit mail de remerciement, donc toujours le même principe, où vous leur dites ça serait un plaisir de vous revoir à nouveau l'année prochaine, ou pendant la saison basse, si par exemple vous avez une période de l'année dans laquelle vous savez que vous allez avoir beaucoup de mal à louer, du coup vous leur proposez une promotion pour cette période-là, pour qu'ils réservent à nouveau, et vous les incitez à passer à l'action pour qu'ils parlent de vous sur les réseaux sociaux, qu'ils publient une photo, pas forcément de votre logement, mais même des environs sur les réseaux sociaux en vous mentionnant, etc., à parler de leur expérience à leurs collègues. Et tout ça, ça enclenche un effet boule de neige. Et ensuite, toujours dans la logique de site internet et d'autorépondeur, vous avez récupéré le mail des gens, donc vous pouvez les contacter à nouveau. Du coup, vous pouvez, une fois qu'ils sont passés une fois chez vous, régulièrement, alors attention, il ne faut pas leur envoyer 10 mails par semaine ou même un mail par mois, c'est déjà plus que suffisant, mais dans votre email, vous mettez l'accent sur quelque chose qui leur tient à cœur. Donc par exemple, si je reprends mon exemple tout à l'heure des gens qui font des itinéraires à vélo, voilà, nous on a une nouvelle attraction touristique qui est, vous pouvez venir un jour, vous louez un vélo électrique et vous revenez en bateau sur le Rhône, donc c'est assez sympa. Du coup, voilà, on va envoyer un email où on décrit cette nouvelle attraction. Et en même temps, on leur propose de faire une réservation avec un tarif préférentiel. Et encore une fois, on les incite à partager l'information, pas forcément la demande de réservation, mais l'information, à d'autres personnes qui, elles, vont potentiellement le partager. Et voilà. Et ça, c'est la spirale du succès, parce que du coup, votre logement, il va être de plus en plus connu. Donc, il va avoir un meilleur référencement, parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont aller le voir. Vous allez louer plus, vous allez avoir une meilleure rentabilité pour 3 raisons. Première raison, vous allez pouvoir passer en direct avec pas mal de gens et leurs amis. Deuxième raison, vous allez louer plus tout au long de l'année. Et troisième raison, c'est que vu que vous passez pour un expert et que vous êtes recommandé, votre logement il change de standing et donc vous pouvez louer plus cher. Et nous, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que le premier logement qu'on a mis en saisonnier, c'est pareil, un peu comme tout le monde, on savait pas trop quoi faire. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la liste de tous les logements qu'il y avait dans le coin, de tous les hôtels. Le moins cher, c'était 32 € la nuit. J'ai mis mon appart à 29 € la nuit. Ça faisait déjà une rentabilité qui était bien plus qu'honorable. Et ouais, j'avais plein d'appels, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que une fois que j'ai eu des commentaires intéressants, je me suis dit, pourquoi pas augmenter le prix. Alors j'ai mis 32 €, j'ai mis 35, et maintenant on est entre 49 et 59. Et pour le même bien, voilà, vous vous rendez compte que la rentabilité, elle n'est pas tout à fait pareille, quoi. Et en plus, le fait de monter le prix, en fait, ça sélectionne votre type de locataire. Donc vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui sont ciblées par rapport à ce que vous voulez attirer dans votre logement. Et donc vous êtes gagnant vraiment à tout point de vue, quoi. Et une fois que vous avez cette stratégie d'automatisation, que vous avez fait le travail une fois pour toutes, le site internet, c'est un travail de longue haleine, hein, mais je parle de la partie envoi de mail, etc. Une fois que vous avez les éléments de base, vous allez avoir du temps pour autre chose. Parce que quand on parle d'automatisation, pour pas mal de propriétaires, c'est quasiment un gros mot. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tous, c'est parce que c'est aussi une passion, c'est aussi génial de rencontrer plein de gens différents, de discuter, d'échanger. Donc le fait de dire, vous pouvez vous passer de réceptionner les gens à leur arrivée, vous pouvez vous passer de les appeler plusieurs fois pendant leur séjour, etc. Vous pouvez faire par mail. Ça c'est mal vécu. Mais ce qu'il faut que vous voyez, c'est que c'est des éléments qui de toute façon n'ont pas d'impact parce que les gens sont très contents d'avoir séjourné chez vous, et c'est des choses répétitives sans valeur ajoutée qui vous prennent du temps et que vous pourriez consacrer à autre chose. Et autre chose, c'est la conclusion, c'est que on est tous un peu pareil, c'est-à-dire qu'on commence par la location saisonnière et si on rencontre le succès, derrière, on a envie de faire un peu plus. Alors tout le monde se dit, je vais acheter un autre appart, je vais louer un autre appart. Ce qu'il y a, c'est que vous devez aussi avoir l'esprit ouvert et vous considérer comme des entrepreneurs. Parce que vous avez réussi à dégager du temps. Vous êtes très efficace, les gens apprécient votre logement, ils en parlent. Vous êtes toujours mieux référencé et vous avez atteint la limite. Vous êtes bien référencé et vous possédez un site internet. Et maintenant, votre site internet, c'est pas seulement la vitrine de votre location saisonnière, en fait, c'est devenu un actif. C'est-à-dire, au même titre que vous avez acheté un appart
pour louer, ça vous rapporte de l'argent. Votre site internet qui est bien référencé et qui donc apparaît en haut des résultats, il peut servir non seulement à vanter les mérites de votre logement, mais à d'autres choses. Et c'est quelque chose qui a de la valeur. Et vous êtes devenu un entrepreneur. Et vous avez posé la première pierre d'un empire. Et un empire, qu'est-ce que c'est? Vous avez beaucoup de trafic. Plus de demandes de réservation que pour remplir votre logement. Donc pourquoi est-ce que vous n'allez pas créer un portail de réservation pour votre région? C'est-à-dire, vous recevez plus de demandes. Pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas en compte en relation d'autres propriétaires? Alors, à vous de voir, amicalement ou de manière rémunérée, mais pour accroître encore la puissance de votre site internet. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous diversifier? Vous pourriez tout à fait vendre des produits régionaux ou des produits touristiques aux locataires, premièrement, et pourquoi pas aussi aux visiteurs de votre site, en direct. Vous pouvez aussi vendre des livres. Si vous êtes passionné de randonnée, Internet, c'est un bon moyen de vendre votre livre sur la randonnée. Les gens vont arriver sur votre logement, ils vont voir les commentaires positifs, on a parlé de vous, les gens vont vous faire confiance pour acheter les produits que vous vendez sur votre site. Pourquoi pas faire des formations sur le patrimoine de votre région? Pourquoi pas organiser, créer une agence de voyage? Pourquoi pas démultiplier le nombre de gîtes? Parce qu'une fois que vous avez un site internet qui fonctionne, qui vous obtient des réservations, ça marchera pour tous les sites que vous avez. Pourquoi pas, après, faut avoir un certain trafic, mais pourquoi pas vendre des espaces publicitaires pour avoir un revenu complémentaire? Votre seule limite, c'est votre imagination. Et ce que vous devez avoir en tête aussi, c'est que votre site internet et toutes ces stratégies vous permettent d'avoir un actif à côté qui fait que votre bien immobilier, c'est plus seulement un bien immobilier. Le jour où vous voudrez le vendre, vous avez le site internet à côté, donc vous pouvez séparer les deux ou pas. Mais ce que vous avez créé, en fait, c'est un fonds de commerce. Parce que vous avez un chiffre d'affaires, vous avez une vitrine, vous avez tout ce qui crée un fonds de commerce, et vous pouvez du coup tout à fait présenter votre bien immobilier au moment de la revente comme quelque chose qui est une activité commerciale et donc vendre plus cher. Voilà, donc vous avez du temps pour tout. Est-ce que vous avez des questions? C'est l'heure de manger ou... Presque. On peut accueillir quelques questions, il n'y a pas de souci. Super présentation, merci Pierre. Vous voyez, on passe vraiment d'un site vitrine à une plateforme de réservation régionale. Pourquoi pas? Au contraire, ça fait partie des solutions et des perspectives qu'on peut donner à notre location saisonnière. Comme tu le disais, là, je crois que il n'y a pas de limite, si ce n'est notre imagination. Et le temps qu'on veut consacrer. C'est vrai que quand j'avais lu ta présentation, je me dis mais bien sûr, en fait, pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Et je ne m'étais pas du tout imaginé cette perspective-là. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est premièrement, toujours se mettre à la place du locataire et se dire que notre vision de propriétaire, elle est déformée parce qu'on est propriétaire. Et puis deuxièmement, pas penser forcément comme les autres, ça vous permet de vous démarquer et puis d'ouvrir des perspectives, quoi. Voilà. Et automatiser pour gagner du temps. Et c'est vrai que tu faisais remarquer, mais du coup, nous, on teste énormément de techniques pour voir ce qui marche pas. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'on a beaucoup de réservations par le site du Bon Coin. Et le Bon Coin, le problème, c'est que l'annonce, elle est vite enterrée sous toutes les annonces parce que, voilà. Donc du coup, on est un certain nombre à dépublier notre annonce tous les jours, republier pour arriver en haut. Donc du coup, on a créé un logiciel qui fait ça tout seul. On l'a testé cet été. Bon, c'est vrai que les résultats sont assez impressionnants parce que du coup, c'est comme quand vous recherchez un résultat sur Google, vous tapez location Lorient, vous allez avoir vraiment envie de taper sur les 3 premiers résultats que vous aurez. Là, c'est pareil sur le Bon Coin. Du coup, on a créé un logiciel qui permet de remonter l'annonce et c'est l'actualité du moment. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site de Eldorado Imo. Voilà. Vous avez oublié un paramètre. Oui. C'est qu'il faut être jeune. Ah, mais non, pourquoi? Il faut être jeune dans sa tête. Ça marche. Ouais, après, on peut voir les choses différemment. Je pense que l'intervention d'avant, on le montrait aussi. L'introduction, c'était j'ai invité mon fils et ma fille parce que je vais leur faire reprendre le flambeau.
Il faut se placer dans une perspective large. Parce que pourquoi est-ce que nous, on est venu investir dans l'immobilier? On est salarié dans une grosse structure, on gagne notre vie bien plus que la moyenne des Français. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, avec des enfants, un crédit immobilier pour la maison principale, il n'y a plus grand-chose qui reste à la fin. Et c'est les enfants qui nous ont motivés à trouver des solutions. Pour se dire quand même c'est quand même con de rien créer, de pas avoir de patrimoine derrière, quoi. Alors j'avais une question par là. Oui. Premièrement, j'ai pas entendu votre présentation, donc si vous pouviez nous parler un peu de vous, peut-être que vous n'aimez pas trop. Je suppose que Gwendoline c'est votre femme. Enfin voilà, savoir un petit peu le parcours. Ouais, je suis rentré dans le vif du sujet. Après, vous avez donné 2 exemples en fait de choses qu'on peut faire pour avoir l'effet waouh quand les gens rentrent dans le logement. Mais vous avez dit, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un qui a fait. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous mettez vous en place dans vos logements pour créer l'effet waouh quand les gens rentrent, pour nous donner des idées. Merci. Oui, moi concrètement, je reste assez simple. Donc il y a tout cet enchaînement de contacts qui sont prêts avec les gens, qui sont prédisposés. Et après, je reste sur un produit local adapté à la personne ou adapté à la saison. Donc j'ai le fameux pack d'accueil parce que c'est incontournable. Je le mets un petit peu en scène pour qu'on voit immédiatement. Donc par exemple, si c'est le cas où je mets un sachet de nougat, je vais mettre le sachet de nougat, mais je vais pas mettre du nougat classique. Je vais mettre quelque chose d'un petit peu original, donc au chocolat ou à la lavande ou à la figue pour qu'ils aient une impression particulière. Et en fait, ça donne l'idée, c'est de surprendre toujours. Donc ils s'attendent à avoir le petit cadeau, mais ils s'attendent pas à ce que ça soit quelque chose de surprenant. Et le fait d'avoir quelque chose de surprenant, quand ils arrivent, c'est aussi en plus peut-être quelque chose qu'ils auraient eu envie de rechercher pour ramener en souvenir, ou ça va leur donner une idée de souvenir, du coup ça va les marquer. Voilà. Après il y a des petites astuces en fonction de l'époque de l'année. Il y a le truc tout bête de la bouteille d'eau au frigo quand il y a des températures caniculaires. Les gens arrivent, ils ont fait 10 heures de route, même avec la clim, ils en peuvent plus et tout. Quand ils arrivent, vous leur dites, vous ouvrez le frigo, vous avez une bouteille d'eau au frais. C'est pas forcément des trucs très compliqués, mais il faut que ça soit à la fois simple, pas très cher, mais inattendu. Et le mieux, c'est que ça soit en relation avec la région. Par contre, essayez d'éviter la bouteille de vin. Parce que ça va être sympa pour beaucoup de gens, mais les gens qui boivent pas de vin, qui supportent pas l'alcool, etc., ça va plutôt avoir un impact négatif. Donc essayez de choisir autre chose. La bouteille de champagne, ça peut marcher parce qu'ils vont la ramener, ils vont la donner, mais la bouteille de vin, c'est pas pareil. Et alors la présentation, oui effectivement. Donc Gwendoline c'est mon épouse. Tous les deux on a eu un parcours on ne peut plus classique. Scolarité, maths sup, maths spé, école d'ingénieur, grande école. Après travailler dans une grosse structure. Pas forcément de problème d'argent. Par contre, on a eu 3 enfants quasiment coup sur coup. On a décidé d'acheter du coup une grande maison, c'est un choix. Et on s'est retrouvé un jour sans plus rien économiser. Et on s'est dit, il y a quand même un truc qui fonctionne pas. Et en plus, avec des impôts, je donnerai pas de chiffres, mais un petit peu... c'est super de payer des impôts, hein, mais un petit peu élevé par rapport à ce qu'on pouvait penser. Enfin, en gros, les impôts, c'était notre deuxième dépense après le crédit de la maison. Le crédit de la maison, c'était 2100 € par mois. Donc du coup, on a recherché des solutions. Et on n'y connaissait rien parce qu'on n'est pas du tout de famille d'investisseurs, quoi que ce soit. Donc on a regardé la défiscalisation. En premier lieu, ça paraissait super bien. Et puis, en faisant des calculs... ne serait-ce que le fait de voir que le coût est majoré à l'achat et deuxièmement qu'il y a un effort d'épargne, ce qui fait que si vous calculez 600 €, la différence entre mettre ces 100 € sur une assurance vie et ce que ça vous rapporte par rapport à les mettre dans le vent, en fait, c'est quasiment impossible d'être rentable de cette façon-là.
On s'est dit, du coup, pourquoi pas dans l'ancien? On s'est rendu compte que, ouais, on pouvait auto-financer des biens dans l'ancien, ça nous paraissait démentiel. Après, on a découvert la location meublée, on s'est dit, oui, non, en plus, on peut se débrouiller pour pas payer d'impôts en amortissant le bien, extraordinaire. Et puis, moi, j'avais toujours, j'adore voyager, et j'adore rencontrer des gens, et j'avais toujours au fond de moi cette idée de créer un gîte un jour. Et après quelques biens, du coup, je me suis dit, je vais essayer. Et donc je me suis formé là-dedans. Et en même temps que je me formais dedans, pour bien m'imprégner, je publiais les synthèses sur le site Eldorado Imo. Et donc c'est comme ça que c'est parti à ce niveau-là, quoi. Voilà. Ça répond à votre question. En termes de fiscalité, Pierre? En termes de fiscalité, moi je suis en statut LMNP. J'achète les biens en direct. Et puis du coup j'utilise le principe de l'amortissement pour gommer presque toutes les recettes. Donc il reste pas grand chose après. Le problème, ce qui nous a orienté déjà en premier lieu sur la location meublée, c'est que vu que l'imposition des loyers c'est les prélèvements sociaux plus la tranche marginale d'imposition, en fait en louant en nu c'était impossible d'avoir la moindre rentabilité vu qu'on a une tranche qui est pas au ras des pâquerettes. Donc voilà pourquoi on en est arrivé là. D'ailleurs, si on peut, j'ai une petite question pour Sébastien pour tout à l'heure. Toi, tu es passé, au lieu d'investir en direct, tu passes par une société maintenant, ce qui me paraît une bonne idée sur le principe. Mais est-ce que tu sais comment tu vas gérer la revente et la plus-value? Parce que tu vas être imposé sur toute la valeur de l'amortissement, du coup. Alors, j'ai du nom propre et j'ai de la société. Ouais. C'est une fausse question. Parce que si tu achètes, quand j'achète, je suis pas dans une logique de revente. Donc je sais pas si mon bien, je vais le garder 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si je veux faire un achat-revente, c'est sûr que je vais l'acheter en nom propre. Par contre, en société, c'est sûr que tu vas être imposé à partir de la valeur comptable de ton bien immobilier. C'est-à-dire que tu l'achètes 100 000, tu le revends 120 000, tu amortis 20 000 de capital, donc tu vas être imposé sur 40 000, entre 120 000 et 80 000. Mais c'est souvent une question qu'on pose et je m'en fous en fait, parce que je suis pas dans une logique de revente. J'achète, je me crée un patrimoine, je tire des revenus et c'est pas grave. De toute façon, j'aurai amorti du capital. J'aurais, oui, certes, une assiette d'imposition plus importante, mais c'est pas grave. De toute façon, tu peux pas gagner à tous les niveaux. Si tu les gardes suffisamment longtemps, tu échappes à l'imposition aussi. Ouais. Et du coup, avec une société, ça vous permet, le gros avantage, c'est que ça vous permet en fait de louer même en nu et d'amortir le bien même en nu. En fait, la fiscalité, elle est plus avantageuse parce que, là, il y a le RSI qui est arrivé depuis le 1er janvier 2017. Donc, au-delà de 23 000 €, t'es imposé sur le RSI, ouais, que en location courte durée. Celui qui fait 100 000 € en location meublée, le RSI, il n'en entend même pas parler. Mais bon, avec la fiscalité au réel, si on est en déficit, on ne paiera que 1045 € d'impôt. Donc quand tu fais 50 000, 60 000 de chiffre, 1045, autant dire qu'on n'en a pas grand-chose à faire. Mais en société, tu peux toujours continuer à être en déficit. Donc tu seras toujours en déficit. Enfin, le but c'est d'être toujours en déficit, donc zéro impôt. Et ensuite, la fiscalité, lorsque tu es en bénéfice, elle est plus avantageuse parce que jusqu'à 38 120 € de bénéfice, je crois, la tranche elle est qu'à 15,5%. Et ensuite, de 38 120 à je sais plus combien, 75 000, je crois, t'es à 33%. Donc c'est 27. Ok, bon bref, en tout cas c'est par palier, c'est vachement plus avantageux. Pour la transmission. Ceci dit, avec le statut de loueur meublé, pour la transmission et pour échapper à l'ISF, même dans la nouvelle version, à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire le calcul de passer en professionnel, ce qui permet de s'affranchir de ça. Mais c'est un calcul à faire quand même, faut être pointu. Ok. Une dernière question peut-être? Non, c'est bon? Eh bien écoutez, on a faim. On peut aller se restaurer. Merci Pierre.